Nous allons voir à présent le point de vue... Ah, ça va trop vite. Hop, voilà. De l'historien et Florent Kellier, maître de conférence HDR en histoire moderne, titulaire de la chaire CNRS Histoire de l'alimentation des mondes modernes à l'université François Rabelais de Tours, va nous expliquer comment ça a évolué. Merci. Bonjour, je voudrais remercier la Fondation Bonduelle de m'avoir convié à cette rencontre. Et comme historien, je vais essayer de vous présenter la profondeur historique concernant les légumineuses, puisqu'on s'inscrit dans une très très longue histoire en centrant mon propos sur le monde occidental pour des questions de temps. Et en tant qu'historien des cultures de l'alimentation, j'irai totalement dans le sens de ce qui vous a été présenté par Nicolas Bricard avant, à savoir l'importance de l'imaginaire dans l'acte alimentaire et donc des représentations qui peuvent être associées aux légumineuses. J'ai intitulé cette intervention « Petite et grande histoire des légumineuses ». Petite parce que les légumineuses sont très largement sous-estimées, voire mésestimées dans les travaux des historiens qui se sont surtout consacrés en fait aux céréales ou à la viande, très peu aux légumineuses. Grande histoire, pourquoi ? Parce qu'en réalité, les légumineuses ont joué un rôle capital dans l'évolution de l'humanité et dans toutes les grandes civilisations, dans toutes les grandes ères de civilisation, vous avez la présence de légumineuses. Et je partirai d'une histoire. À vous après de décider si elle est petite ou grande, à savoir une histoire à partir d'un tableau du XVIIe siècle qui est conservé au musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui illustre un récit tiré de la Bible, de la Genèse, qui est cet épisode d'Ésaü et Jacob, Ésaü échangeant son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et si on analyse un petit peu le tableau, on s'aperçoit donc que sur le tableau, vous avez donc une présentation des deux personnages. Donc socialement, on voit bien qu'il y a une grande différence entre la richesse du porteur du droit d'aînesse, Ésaü, on le voit à la tenue vestimentaire, on le voit au fait qu'il chasse, et donc il y a derrière évidemment le privilège séigneurial de la chasse dans la société d'Ancien Régime. On le voit avec la présence du chien de chasse bien dressé à ses côtés, alors que Ésaü est en chemise, est en négligé dans l'intérieur, en train de se préparer un plat de lentilles. Donc on voit l'écuelle de lentilles, et l'écuelle de lentilles est juste au-dessus d'une gamelle renversée qui a été renversée par un chat glouton. Et on voit un lien lié, on a une relation entre l'animalité du chat glouton et l'écuelle de lentilles qui montre déjà une vision qui va dévaloriser ces légumineuses. À l'inverse, de l'autre côté, du côté d'Ésaü, vous avez une table qui a été dressée, proprement dressée, la nappe blanche, la présence du pain de froment, du pain levé, qui est le pain de l'élite, de la richesse dans la société d'Ancien Régime. Et on a donc une opposition entre deux régimes alimentaires, clairement, sur ce tableau. Et on voit bien que Ésaü, lui, regarde vers l'écuelle de lentilles, regarde également vers le chat, et que vous avez donc une association entre Ésaü et le chat glouton, alors qu'à l'inverse, la position de Jacob renvoie vers la table bien dressée. Et donc les deux personnages indiquent bien deux attitudes très différentes. Et si vous vous intéressez un peu plus à la position d'Ésaü, vous apercevez que Ésaü est juste au-dessus de l'écuelle de la gamelle du chien, qui est une gamelle vide, c'est-à-dire que le chien de chasse bien dressé n'a pas encore été nourri, il attend sa gamelle, il a été éduqué, dressé, contrairement au chat. Et vous avez donc cette opposition entre d'un côté le chien dressé et de l'autre l'animalité d'un dérèglement de la gourmandise ou de l'estomac, du ventre. Et la position de Jacob se
renvoie en quelque sorte à une sorte de balance avec deux plateaux de part et d'autre de ses membres. Donc une main avec un plateau élevé qui montre bien donc la légèreté en fait de l'imaginaire qui peut être associé au plat de lentilles, quelque chose de vil. Et au contraire, l'autre bras montre bien la lourdeur en fait de tout ce qui est associé au droit d'aînesse. Or, que fait Ésaü ? Ésaü prête serment et il cède son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Alors, quel est l'intérêt de cette introduction, de cette histoire autour d'Ésaü et Jacob ? Deux renseignements concernant les légumineuses. Premier renseignement, la profondeur historique de la consommation des légumineuses, puisqu'elles sont présentes dans le récit biblique et en réalité, les archéologues retrouvent des traces de légumineuses dès le néolithique, ce qui montre bien cette profondeur de la consommation des légumineuses. Et de fait, dès l'invention de l'agriculture, le développement des légumineuses a été de concert avec le développement des céréales. Donc les hommes ont compris très tôt l'intérêt des légumineuses. Deuxième enseignement pour nous, le fait que le plat de lentilles soit considéré comme un plat bien vil et qui n'est pas digne d'un statut social supérieur. Et on voit bien que ce tableau nous plonge au cœur d'un imaginaire, l'imaginaire occidental qui va dévaloriser grandement les légumineuses, alors que l'immense majorité de la population consomme des légumineuses pour différentes raisons que l'on peut voir sur ce tableau, qui est très probablement la représentation la plus célèbre en Occident d'un consommateur de légumineuses. Donc il s'agit du mangeur de haricots de Hannibal Carracci, qui date donc de la fin du XVIe siècle, où vous avez un pauvre hère, on le voit à la tenue vestimentaire et au visage émacié, qui est en train de consommer un bol de légumineuses, de coco à œil noir, et on voit au visage à la fois la crainte d'être dépossédé de cette pitance et en même temps le plaisir de pouvoir arriver à être rassasié. Et c'est là où on voit l'intérêt des légumineuses dans une société qui a été marquée par une vraie culture de la faim, c'est-à-dire la peur de la disette qui revient fréquemment pour l'époque médiévale ou pour l'Ancien Régime, voire la famine, on peut avoir de grandes famines, et donc les légumineuses, c'est une réponse. C'est une réponse à cette société qui ne parvient pas à garantir son approvisionnement. L'avantage des légumineuses, c'est qu'on peut les conserver. Ce sont des légumes de garde. Et donc, en tant que légumes secs, c'est la possibilité d'avoir des réserves pour permettre de passer l'année et d'attendre la récolte prochaine. C'est de là que vient l'expression, c'est la fin des haricots. La fin des haricots, c'est-à-dire qu'on n'a plus de légumes secs. Et donc, c'est la franche misère, c'est la disette, voire la famine. Autre avantage des légumineuses, elles sont assez faciles à préparer et à conserver puisque légumes de garde, donc on peut les transporter avec soi. Et on peut, à partir de légumineuses, alourdir une bouillie et donc la rendre plus rassasiante, avoir recherché le côté un peu roboratif, bourratif, qui est quelque chose de rassurant dans une société de la faim. Les légumineuses concassées peuvent alourdir un pain, et donc là encore aller vers ce sentiment de bien-être avec l'estomac rempli. Et donc ces éléments expliquent que les légumineuses ont été une compagne de la faim pendant des siècles et des siècles. Et cet élément se voit bien par un hasard assez heureux de la composition. Vous avez un croisillon qui est présent sur la fenêtre de ce lieu de repas. Et cela n'est pas sans rappeler pour un historien du XXIe siècle l'idée de Fernand Braudel, qui était un des grands historiens français de la culture matérielle, à savoir cette idée de prison alimentaire de longue durée. Une prison alimentaire de longue durée, cela renvoie à des habitudes alimentaires qui sont des habitudes contraintes par des raisons à la fois techniques et d'habitude, c'est-à-dire de génération en génération, on consomme
tel type de denrée parce que concrètement, le système économique ne permet pas de faire d'autres choix. Donc c'est ce qu'on entend par prison alimentaire de longue durée, et ça a été le cas pour les légumineuses. Mais de cette manière, les légumineuses ont donc été associées à la pauvreté. Les légumineuses, les légumes secs, ont largement été associés à la notion de pénurie, à la notion de pauvreté, à une certaine image de rusticité, de grossièreté, voire d'archaïsme. Remarquez également sur ce tableau la présence d'un pain. On voit que cet homme a sa main sur un morceau de pain, le pain étant une vraie gourmandise dans la société d'Ancien Régime, mais surtout on retrouve l'association légumineuse-céréales, qui est une association qui est classique dans toutes les grandes ères de civilisation. Pensez à l'Amérique avec le haricot et le maïs, pensez à la Chine avec l'association entre le riz et le soja, pensez à l'association arabo-musulmane avec le blé et le pois chiche, par exemple. Vous voyez qu'on est sur quelque chose de très classique et qu'on retrouve également en Occident. Les historiens vont vous parler de la civilisation du blé. Je n'ai jamais entendu un historien parler de la civilisation des légumineuses. Et pourtant, c'est aussi important que le blé. Sauf que les légumineuses ne renvoient pas à un symbole christique, contrairement au blé. Et donc, ça entraîne cette dévalorisation des légumineuses, et pourtant, elles ont été centrales pendant des générations et des générations pour l'humanité. Alors, on peut aller un peu plus loin sur ces légumineuses en soulignant que ces légumineuses ont été associées à une image de grossièreté, à une image négative dans le discours médical. Discours médical, alors je vais partir d'un ouvrage du XVIIIe qui a un intérêt, c'est d'être une synthèse, en fait, de tout le savoir diététique et médical qui est issu de l'Antiquité et de l'époque médiévale, et qui donc permet donc d'avoir une idée assez précise de la manière dont les élites, en tout cas le discours scientifique, pouvaient parler des légumineuses. Exemple, les fèves. Dans les fèves, donc on nous explique que ces fèves ont de grands défauts, qu'elles sont flatteuses. Et donc là, il y a ce problème des flatulences, le problème des vents, qui est un élément qui pose problème aux élites dans le cadre d'un processus de civilisation qu'on appelle le processus de civilisation des mœurs, qui est un mouvement qui se développe en Occident à partir du XIIIe siècle et qui va durer jusqu'à aujourd'hui et qui a comme objectif de rejeter tout ce qui renvoie à l'animalité dans le comportement des mangeurs, et notamment qui a comme objectif de surtout nier l'aspect corporel, mécanique du corps, et de nier tous les bruits qui peuvent accompagner le processus alimentaire, d'où cette peur des vents comme incorrection sociale pour les élites. Pour la population, pendant le Moyen-Âge ou une grande partie de l'Ancien Régime, hors des élites, en fait, les flatulences, ce n'est pas un problème, c'est même rassurant. C'est la preuve que la machine corporelle fonctionne. C'est la preuve qu'on est en vie et qu'on s'est rempli le ventre. Les élites, au contraire, il y a cette volonté de ce retrait. Et il est évident que ce problème de flatulence joue un rôle dans la mauvaise image que les légumineuses vont avoir et ont encore aujourd'hui, en grande partie, en Occident. Très difficile digestion, parce que ce sont des légumes secs. Donc, on considère que plus c'est sec et plus c'est difficile à digérer. On pense que les légumineuses sont marquées par une dimension très terrestre, trop terrestre, et donc qui serait difficile à digérer pour les estomacs délicats. Dans le savoir médical du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime, on est convaincu qu'en fonction de votre naissance, vous êtes doté d'un type d'estomac. Si vous naissez dans un milieu paysan, vous êtes doté d'un estomac grossier qui peut digérer facilement des chairs grossières. Si vous naissez dans un milieu des élites, la noblesse, la haute bourgeoisie, vous êtes doté naturellement d'un estomac délicat qui ne peut consommer que des chairs délicates et donc qui aurait du mal à digérer les grossières légumineuses.
haricots, même exemple. Donc l'intérêt de l'exemple des haricots, c'est que les haricots viennent d'Amérique, donc inconnus en Occident avant le XVIe siècle. Mais les haricots vont très rapidement s'implanter dans les habitudes alimentaires occidentales parce que c'est une légumineuse, parce que c'est un légume de garde, et donc c'est compatible avec cette culture alimentaire de la faim. Et sur cette présentation, on voit que le haricot va être sans difficulté être associé aux autres légumineuses et partager exactement la même image négative. Beaucoup de vent, charge l'estomac, sang épais et grossier, appesantit la tête, avec l'idée qu'on est ce que l'on mange. Et donc ça renvoie évidemment au fameux aphorisme 4 de Brillat-Savarin dans la physiologie du goût. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Il y a bien l'idée que l'alimentation aurait une influence sur son comportement. Pensez à l'expression négative « petzouille », qui est une expression qui apparaît au tout début du XIXe siècle. Le petzouille, au sens propre, c'est un mangeur de poids. Et que veut dire petzouille? En réalité, c'est la personne mal dégrossie, la personne qui ne connaît pas la civilité urbaine. Et donc, on fait un lien entre l'alimentation et son comportement. Autre élément qui va entraîner une image négative des légumineuses, outre donc l'image de pauvreté, de grossièreté, l'idée que les légumineuses sont associées à la pénitence alimentaire dans une société occidentale qui a fait de la viande la valeur absolue. C'est-à-dire que les régimes alimentaires occidentaux reposent sur la primauté absolue de la viande. Et lorsque l'Église veut imposer la pénitence, que fait l'Église? L'Église interdit la consommation de viande, ce qui d'ailleurs permet de renforcer le statut social de la viande. Et on voit que les légumes secs sont largement associés à la pénitence alimentaire. D'un point de vue historique, avec les premières communautés ecclésiastiques qui ont interdit la consommation de viande des quadrupèdes et qui proposent une diète qui repose sur la consommation quotidienne de soupe au pois ou aux fèves. Donc ça renvoie à cette image de pénitence, mais là c'est une pénitence voulue, mais qui joue bien sur cette image négative, et qu'on va retrouver pour l'ensemble de la population, au moins pendant le carême, ces 40 jours de pénitence avant le cycle pascal, où l'on va consommer surtout des légumes secs, pour une raison d'adaptation au calendrier agricole. Ça a été bien présenté juste avant moi avec cette idée d'agriculture solaire, où en avril-mars, on a des légumes secs, essentiellement des légumes secs pour l'immense majorité de la population. Et donc, les légumineuses vont être associées à cette idée de pénitence alimentaire, et notamment par la purée avec des pois, qui est un des grands classiques de la cuisine dite maigre. C'est-à-dire que pour l'époque médiévale et sous l'Ancien Régime, vous avez deux cuisines. Vous avez la cuisine des jours gras et la cuisine des jours maigres, avec des recettes très différentes, et notamment l'utilisation de la purée de pois. La purée de pois étant l'eau de cuisson des légumineuses qui va être utilisée pour pouvoir réaliser les plats qui seront servis en maigre, à la place des coulis, jus de viande, bouillon qu'on peut avoir les jours gras. Donc, la purée de pois, on va très loin dans cette image de pénitence alimentaire, puisque pour aller vers le plat qui s'approche le plus de la pénitence, notamment pour le vendredi saint, là on va vous dire d'avoir une purée de pois la plus claire possible, donc on se rapproche de l'eau en fait, sur ces recettes de maigre. Alors cependant, il y a quand même pour les légumineuses la possibilité d'accéder à la table des élites avec une image positive, mais c'est sous forme de légumineuses consommées fraîches et sous forme de primeurs, car il ne faut pas oublier que les légumineuses ne sont pas forcément uniquement consommées sous forme de légumes secs. Et ça, on le voit dès le Moyen-Âge. Dès le Moyen-Âge, vous avez ce goût
pour les fèves fraîches, notamment pour le marais, dans les marais parisiens. Je pense au Ménager de Paris, qui est un traité d'économie domestique qui est rédigé à la fin du XIVe siècle. Vous avez des recettes de cuisine et un traité de jardinage dans ce manuscrit, et on explique qu'il faut tenter d'avoir des primeurs de fèves fraîches. C'est évidemment pour un milieu aisé. On est vraiment au milieu de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie. Et au XVIe, XVIIe siècle, on retrouve cette idée de cette distinction sociale par des légumineuses consommées fraîches. Exemple, dans Nicolas de Bonnefond, Les délices de la campagne, qui est un livre de cuisine de 1654, on dit bien que c'est la fraîcheur, la précocité qui compte, c'est le côté primeur. Et donc là, il faut bien comprendre une distinction sociale par une consommation qui s'oppose au problème d'approvisionnement du plus grand nombre. C'est-à-dire que vous montrez que vous appartenez aux élites, parce que non seulement vous ne vous souciez pas des contraintes de l'approvisionnement, mais en plus, vous pouvez consommer en primeur et frais des produits qui, par le plus grand nombre, sont consommés sous forme de légumes secs. C'est bien distinction sociale, et on considère que ces légumineuses fraîches sont bien plus faciles à digérer, bien plus délicates, d'où cette lettre de Madame de Maintenon qui est souvent citée, lettre de Madame de Maintenon où elle évoque les indigestions de petits pois à la cour de Versailles. Donc on pourrait croire que c'est purement anecdotique. En réalité, ce n'est pas anecdotique, ça nous plonge au cœur d'une culture alimentaire qui est celle de la recherche d'une distinction sociale par la consommation de petits pois primeurs. Mais dès qu'on est en pleine saison, on n'en consomme plus à Versailles. Ça n'a plus d'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment de jouer sur les primeurs. Notez également ou gardez à l'esprit que le XVIIe siècle est marqué par une période de refroidissement du climat. On est dans le petit âge glaciaire, et donc il y a une prouesse technique encore plus importante par le goût des primeurs, avec ce rêve qui est un rêve typique des élites du XVIIe siècle, qui est le rêve de la domestication de la nature. Comme on essaie de domestiquer son corps, une domestication de la nature. Et donc on peut le voir avec les légumineuses fraîches, et on le verra également avec l'invention des haricots verts, donc, qui est une innovation française, qui cherche à consommer des gousses immatures, en fait, afin de bien montrer sa distinction sociale. Et les haricots verts frais appartiennent à la grande cuisine française, la nouvelle cuisine française, c'est-à-dire celle qui est créée au XVIIe, XVIIIe siècle, où on est là dans un tout autre registre alimentaire, qui est celle à la fois, qui est un registre alimentaire qui renvoie donc aux primeurs, à la légèreté, à la délicatesse du végétal, bien qu'il s'agisse de légumineuses. Et vous voyez qu'on a rompu les codes, et surtout qui va associer ces légumineuses fraîches à la graisse, le beurre qui est une signature de la cuisine française, et également à la viande, les petits pois, etc. Donc on est dans une situation où les légumineuses, en tant que légumes secs, sont associées à la viande du pauvre, une viande par défaut. Et on va s'apercevoir au cours de l'époque contemporaine en Occident que le regard va commencer à changer très lentement autour justement de ce lien entre viande du pauvre ou viande par choix. On va basculer de cette viande du pauvre à une viande par choix. Viande par choix qui repose évidemment sur la condamnation de la viande qu'on peut trouver dans des traités d'économie domestique du 19e siècle, début 20e, où on explique que la viande n'est pas si nourrissante que cela, que c'est une erreur de vouloir consommer de la viande tous les jours, à tous les repas, et que cela peut même entraîner des pathologies. En réalité, ce sont des livres qui sont destinés aux classes populaires. Et donc, on est sur des préoccupations qui sont à la fois d'hygiène alimentaire, mais aussi de volonté économique d'essayer de pallier l'absence de viande. Donc on est quand même encore dans le discours viande du pauvre, que ceux qui écrivent ce type de livres n'ont pas du tout le même régime alimentaire, bien évidemment. Et on propose dans ces traités de les remplacer
par des légumineuses. Et donc, on a bien le discours qui se met en place en expliquant qu'il y a possibilité d'avoir des protéines végétales pour pouvoir remplacer la consommation de viande. Mais là, on reste vraiment dans un milieu qui est milieu ouvrier, milieu populaire, un milieu qui n'a pas forcément les moyens de consommer de la viande. Donc, on est toujours par la viande du pauvre par défaut. Alors, la viande du pauvre par défaut va changer à partir du moment où se développe l'idéal végétarien en Occident. On peut parler d'une renaissance de l'idéal végétarien en Occident à partir du 19e siècle. Essentiellement, dans un premier temps, dans le monde anglo-saxon, l'Angleterre et l'Amérique du Nord, avec en 1847 la première société de végétariens créée, 30 ans avant la création d'une société similaire en France, qui montre bien qu'on est sur un mouvement qui est un mouvement anglo-saxon, en Occident, donc au 19e, où là, on commence à proposer autre chose, un autre choix. Et on voit bien que dans ce discours qui se met en place, associé donc à l'idéal végétarien, il y a bien l'idée que les légumineuses sont là pour remplacer la viande. On le voit par exemple dans cette thèse de médecine soutenue à Paris. Et cet idéal végétarien, au XXe siècle, va profiter d'une enquête, d'une étude qui avait été demandée par le gouvernement grec sur la diète crétoise, qui est réalisée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où les épidémiologistes nord-américains vont comparer à la fois l'alimentation crétoise, qui est une alimentation de pénurie. Il ne faut jamais oublier qu'en réalité, on est dans une situation de pénurie en Crète quand est faite cette étude-là. Donc, on n'est pas sur quelque chose de traditionnel, on est vraiment sur quelque chose lié à cette pénurie. Et les épidémiologistes vont faire un lien avec la situation américaine des années 50, où là, vous avez également une surconsommation de viande et des pathologies, le problème de l'obésité, le problème des maladies cardiovasculaires, etc. Et cela va réapparaître dans les années 1990 avec tout un discours sur le régime méditerranéen, sur la diète méditerranéenne, qui va essayer également de valoriser cette alimentation qui est marquée notamment par des légumineuses. Et cet idéal végétarien va également coïncider ou va être renforcé également par le développement de l'écologie à partir des années 1970. Je pense à un livre important, Diet for a Small Planet, qui condamne la consommation de la viande, viande qui est condamnée pour des raisons à la fois de santé publique, mais également des raisons concernant l'environnement, pollution des sols et des nappes phréatiques, déforestation, problèmes de gaspillage énergétique. Et donc, il y a une prise de conscience du côté du mouvement écologique que les légumineuses pourraient être une réponse. À cela, si on se place du côté de la culture alimentaire de l'Europe latine, de l'Europe du Sud, il faut rajouter également la volonté de développer une cuisine dite authentique, une forme d'authenticité qui est en fait une reconstruction et qui va essayer de mettre en avant une notion d'alimentation qui est à la fois une alimentation responsable, mais également plaisir, qui est une alimentation où l'on va consommer des terroirs. Et les légumineuses vont profiter de ce sacre par les produits de terroir, qui permet de développer une sorte de gastronomie responsable, qui permet à un public, notamment urbain, aisé, sensible au bien vivre la planète et à bien se nourrir, à valoriser des consommations qui, au départ, avait été perçue comme archaïque, rustique, grossière, et cette image négative est presque devenue un avantage quand on veut promouvoir un produit de terroir ou faire croire que c'est un produit de terroir. Alors quand j'y fais croire, par exemple, si vous prenez les cocos de Paimpol, AOC 1998, les cocos de Paimpol ne sont cultivés que depuis les années 1928. Donc pour un historien, il n'y a strictement pas d'authenticité derrière, mais on comprend l'imaginaire qu'il y a derrière.
on comprend le discours qui peut être construit. Et tout ça explique que le regard sur les légumineuses commence à changer en Occident. Et si vous prenez l'argumentaire qui a été défendu par la FAO pour l'année internationale des légumineuses, donc vous avez cet enjeu primordial, évidemment, de la sécurité alimentaire. Vous avez donc cette source de protéines végétales. Vous avez cette question de l'environnement, la fixation de l'azote dans le sol, qui est une idée qui est connue, en fait, dès les agronomes antiques. On ne savait pas l'expliquer, mais on avait bien compris que les légumineuses permettaient d'avoir une récolte plus intéressante après leur culture. Donc ça, ce sont les deux grands axes défendus par la FAO. Et moi, je me permettrais, en tant qu'historien, de rajouter un troisième axe, qui est de reconnaître la place primordiale des légumineuses dans l'histoire de l'humanité. Parce que si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est en grande partie parce que nos ancêtres ont pu consommer des légumineuses. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Florent Kellier pour ce regard de la petite et de la grande histoire sur les légumineuses. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. Oui. Bonjour, Joël Alexandre, je suis du côté des céréales. Oui. La question porte sur l'Afrique, parce que vous n'avez pas indiqué la place des légumineuses en Afrique. Oh, pour une Tout le monde a entendu la question, oui. C'était la place des légumineuses en Afrique, voilà. Alors, historiquement, on est sur le même principe de l'association entre des céréales, millet, et des légumineuses, comme par exemple des légumineuses que l'on pouvait trouver également en Occident pour l'Antiquité et le Moyen-Âge. Je pense par exemple au dolique, qui est qu'on présente souvent comme le haricot pour l'époque médiévale et qu'on retrouve actuellement sur le continent africain. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur la même association. Maintenant, je n'ai pas développé le thème concernant l'Afrique pour une raison très simple, c'est que moi je suis spécialiste de l'Europe occidentale. Mais sinon, on est sur l'association céréales-légumineuses et quelque chose qui est quand même largement répandu sur l'ensemble de la planète. Ce n'est absolument pas une originalité occidentale. Après, ce sont les types de légumineuses qui vont entraîner, ou de céréales, qui vont entraîner des différences locales. Mais plus pour l'avenir, si vous voulez, puisqu'on a parlé emploi, sur le développement de l'emploi en Afrique et dans le cadre alimentaire. Voilà. Alors, il est évident que la décision de la FAO montre bien les enjeux concernant la nourriture et à la fois l'environnement. Il est évident que les légumineuses sont un véritable enjeu pour nourrir la planète comme source de protéines. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une ère culturelle où on a d'autres sources de protéines, comme par exemple les insectes, contrairement à la situation européenne. Qui arrive dans notre alimentation. Oui, une autre question, madame. Oui, bonjour, je me présente, je suis médecin de santé publique et j'appartiens à une association qui s'appelle Mensa, qui recrute à partir d'un certain niveau de QI, qui a été fondée après-guerre à Oxford par des brillants étudiants. Et vous parliez des élites. Alors, on est en train de découvrir qu'effectivement, la sensorialité est différente. Et donc, il y a, alors, dans cette catégorie de gens très intelligents, il y a deux sortes, les gens brillants qui ne sont pas remarqués, et puis ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger. Et effectivement, il y a des aliments qui ne supportent pas, et au contact aussi de certaines choses. Par exemple, quand on dit dormir dans des draps en soie, avoir besoin de beauté pour vivre, etc., c'est une réalité pour eux dont il faut tenir compte. Et donc, effectivement, ce que vous disiez comme un principe, non, c'est une réalité biologique, physiologique, qu'on découvre actuellement. Voilà. Alors, la grande différence, c'est que pour le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, on considère que ce sont des populations entières, ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on considère que toute la noblesse, ce ne sont plus des individus, oui, c'est ça, ça ne concerne pas les individus. Là, c'est vraiment sur la question du sang, parce qu'on est dans des sociétés... Mais vous ne pouvez pas soutenir que toute la noblesse aurait eu comme ça une délicatesse que la paysannerie n'avait pas. Ça ne tient pas la route. Hein. La science va rattraper l'histoire. Ce sera à suivre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'Ancien Régime, on est sur des logiques sociales par
catégorie sociale. Et donc là, ça ne peut pas être par catégorie sociale. Alors, je ne sais pas si on a une autre question. On est pris par le temps. Oui, juste derrière vous. Madame. Oui, Danielle Duret, nutritionniste et sociologue de l'alimentation. Je voudrais rajouter un élément à votre analyse très complète, qui est que la différence entre les légumes secs et les céréales, notamment le blé, qui est la culture principale en France, c'est que le blé peut être fermenté, peut lever, surtout quand on a amélioré la technologie pour fabriquer des farines de plus en plus blanches. Et donc le blé qui lève et qui donne du pain, c'est des bulles d'air. L'air, c'est la légèreté, et cette pâte qui monte correspond à une symbolique de l'élévation vers l'air, vers le haut, c'est-à-dire l'élévation vers l'esprit. Et donc, il y a aussi eu une préférence pour les céréales liée à ce besoin de pouvoir s'élever vers l'esprit qui était préféré dans les classes sociales privilégiées, le légume sec restant effectivement l'alimentation des classes qui s'élèvent moins, dont l'esprit s'élève moins et qui restent très terre à terre. Alors vous avez entièrement raison sur les céréales et notamment le pain de farine finement bleuté, parce qu'il faut que le pain soit le plus blanc possible. Et donc il y a tout un imaginaire du pain avec blanc. La blancheur aussi. Exactement, alors que le pain noir est totalement déprécié. Donc même pour les céréales, il y a quand même des céréales considérées comme grossières et d'autres qui sont considérées comme légères. Et le pain blanc, en plus en Occident, est consommé d'une manière comme pain frais. Et donc là aussi, ça rentre dans cette culture où on peut se permettre de ne pas se soucier de l'approvisionnement. Contrairement au pain rassis, le pain rassis qui est typique des économies de pénurie où on consomme moins de pain rassis. Et on sait en plus que le pain rassis, bien détrempé par le bouillon, permet une mastication qui va jouer un rôle psychologique important pour avoir ce sentiment d'être rassasié. Ce qu'on n'aura pas avec le pain blanc, mais cette population n'a pas à se soucier de la faim et n'a surtout pas à montrer qu'elle a faim. Donc c'est pour ça que le parallèle céréales-légumineuses est vraiment essentiel pour comprendre une culture alimentaire et les imaginaires, puisque les deux sont importantes en fait dans ce régime alimentaire, mais ce sont les céréales qui ont été anoblies, absolument pas les légumineuses. Avec ce retour aujourd'hui justement du pain noir, des pains complets, des pains au levain qui reviennent un peu plus pour les élites, alors que le pain blanc est une inversion depuis quelques années. Je vous remercie, Florent Kellier. On va passer à l'autre intervention.